Voilà, nous allons donc lancer la dernière conférence de la journée. Le public est un peu plus clairsemé, mais ceux qui sont restés là, vous avez bien fait parce que nous allons avoir une intervention de qualité. Donc voilà, monsieur Richard Paquier, qui est chargé de cours en master et chercheur à l'Haute École d'ingénieurs d'architecture de Fribourg et aussi fondateur de l'entreprise E2PME sur l'efficience énergétique et industrielle, va nous parler de la performance énergétique des machines de production. Monsieur Paquier, c'est à vous. Voilà. Bonsoir à tous. Alors c'est effectivement clairsemé. J'ai connu pire. Hein. J'ai donné une fois une présentation à Neuchâtel. C'était une soirée organisée par l'Uni de Neuchâtel. Il y avait 2 participants. Mais on a quand même fait la présentation. Il y avait quand même l'intérêt, un chouette échange. Donc ce n'est pas forcément le nombre qui est important, mais effectivement les sujets. Donc je remercie les courageux d'avoir tenu jusqu'au bout de la journée. Moi, je vais vous parler d'efficience énergétique en milieu industriel. Alors, quand je parle à des industriels, je m'assure déjà qu'il n'y a pas de climato-sceptiques dans la salle. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas climato-sceptique. Et puis, c'est pour leur expliquer que, voilà, si on parle de climat, on parle de CO2. Si on parle de CO2, on parle de pétrole. Et puis, quand on parle de pétrole, on parle d'énergie. Donc, quand ça, c'est acquis et compris, je continue l'histoire en leur disant, l'énergie, l'énergie, ça finit dans des machines. Puis, les machines, c'est ce qui fait le chiffre d'affaires. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans notre société actuelle, et ça c'est vrai depuis la fin de la guerre, finalement on n'a fait que croître notre production d'énergie et donc croître notre chiffre d'affaires et notre PIB. On arrive dans une période complètement inédite où actuellement on ne va pas pouvoir croître notre production d'énergie. Donc si on veut continuer, alors croître le chiffre d'affaires peut-être, le conserver en tout cas, il va en tout cas falloir le faire avec moins d'énergie. Donc on est obligé d'être plus intelligent sur notre consommation si on veut pouvoir continuer à fonctionner ou à faire fonctionner notre société. Alors, on peut trouver plusieurs théories. Alors là, je vais vous opposer 2 théories que j'ai trouvées sur le web, je trouve intéressantes. Alors, il y a la vision d'une banque privée suisse qui nous donne la vision, donc vous avez 2010-2050, notre production d'énergie jusqu'en 2050. Alors, comme vous le voyez, alors ils ont prévu pour la Chine, pour les États-Unis, pour l'Europe. Et puis, ils ont prévu pour l'Europe, un maintien du nucléaire et du gaz. On va quand même arrêter un petit peu avec le charbon et puis tout ce qui est énergie fossile. Et puis, on va faire un développement du renouvelable massif. Alors, vous avez entendu les débats avant, je ne reviens pas là-dessus. Et puis, je vais l'opposer à un autre scénario, qui est un scénario par un groupe scientifique français, qui est repris par pas mal de monde au niveau politique, qui est le groupe Negawatt, qui, eux, ont dit, OK, on va arrêter avec les énergies fossiles, y compris le nucléaire qui n'est pas renouvelable. On va remplacer par des énergies renouvelables, mais la partie du haut, c'est efficacité, sobriété, donc de l'économie. Donc on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir aller dans une tendance où on a l'énergie qui va continuer à croître, mais on va bien vers une période où on va devoir faire ou fonctionner avec moins d'énergie. En résumé, ce que vous avez entendu aujourd'hui de long en large, c'est qu'aujourd'hui, on fonctionne avec 1 tiers électrique, 2 tiers fossile, toute énergie confondue. Et puis en 2050, on va garder notre tiers électrique, on va l'augmenter avec les conférences qu'on vient d'entendre. Et puis, comme on n'arrivera pas à l'augmenter jusqu'au niveau du fossile, on va devoir travailler sur cette économie et cette efficacité. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que si on veut atteindre notre autonomie énergétique, et qu'on ne veut pas couvrir nos Alpes de panneaux solaires ou couvrir le plateau suisse d'éolien, à un moment donné, il va falloir être intelligent avec l'énergie. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a de la marge de manœuvre. Alors, ce qui s'est passé l'automne dernier, c'était assez génial parce que finalement, on a eu le premier effet ou compréhension de cette problématique énergétique liée au prix. Je discutais encore avec quelqu'un juste à l'instant, il me disait « Ah, mais… » Un industriel lui a dit, oui, je viens de me rendre compte que la facture de janvier était nettement plus élevée que la facture de janvier de l'année passée. Puis en regardant plus près, oui, le prix a largement changé. Donc ça, c'est ce qui a fait réveiller pas mal d'industriels, c'est de se dire, tiens, jusque-là, je payais 2-5 centimes le kilowattheure, et puis tout d'un coup, on est passé à du 30-40 centimes, voire des pointes assez énormes. J'ai trouvé même jusqu'à du 3 francs le kilowattheure en Angleterre l'automne dernier,
sur le prix spot. Donc on est effectivement dans un contexte largement différent. Alors, ce que les industriels doivent comprendre, c'est que l'énergie bon marché, enfin, elle est toujours relativement bon marché, mais l'énergie gratuite, on va dire, c'est fini. Donc on va devoir travailler avec une énergie qui a un certain prix. Et puis cette énergie, elle va avoir une disponibilité fluctuante. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on avait un grand confort parce qu'on avait un outil de production qui est représenté par le carré et une consommation qui est représentée par le rond. On couvrait largement notre consommation. Et puis, à l'horizon 2022, on a frotté. C'est-à-dire que notre rond, notre demande de consommation, elle a augmenté, puis on a touché les bords. Donc on a eu ces risques de pénurie et tout ça. Heureusement, on n'a pas cassé le carré, donc il n'y a pas eu de blackout, de coupure ou de besoin. Mais ce qui va se passer à l'avenir, c'est que si on veut continuer à avoir une énergie suffisante, ben, il va falloir travailler sur le carré, mais on l'a vu, c'est assez difficile. Mais on peut aussi travailler sur le rond. Et puis, ce que je préconise, ben, c'est d'éliminer la partie gaspillage. Et cette partie gaspillage, ben, ça permet d'augmenter la partie bleue, donc l'énergie utile. Et puis, dans un premier temps, ben, il faudra déjà éliminer ces gaspillages. Puis après, il faudra moduler notre consommation, donc s'adapter finalement à la production. Donc, plus être un rond dans un carré, mais commencer à faire un carré dans un carré. Et puis avoir cette intelligence de consommation qui va fluctuer en fonction des saisons, en fonction des jours de la semaine. Et on a déjà trouvé des exercices similaires à l'automne dernier où des entreprises se sont dit on va produire ou surproduire des pièces énergivores durant l'été pour ne pas avoir besoin de les produire l'hiver prochain, sachant que l'énergie serait difficilement disponible. Donc cet aspect de travail sur le gaspillage, ben, la question ça a été de savoir ben, comment on va savoir dans une entreprise quelle est la partie gaspillée. Alors, toute machine ou système de production consomme de l'énergie. Ça, c'est les lois de la physique. On ne sait pas transformer de la matière sans mettre de l'énergie. Sur une certaine quantité d'énergie qui va rentrer dans ma machine, dans mon atelier ou dans mon usine, ben, j'ai une partie qui est gaspillée. Alors, tout le monde connaît le principe du gaspillage. J'ai la lumière allumée dans une pièce où il n'y a personne. Et puis, quand j'ai ma lumière allumée, ben, je peux avoir une lumière LED ou je peux avoir une lumière incandescente avec beaucoup de pertes. Donc, on va avoir un certain rendement. Donc, l'idée maintenant, c'est déjà d'arriver à dissocier ces différentes consommations et puis travailler sur ces deux axes, l'axe de la sobriété et l'axe de l'efficacité. Alors, on entend beaucoup de choses sur l'efficacité. Alors, pourquoi l'efficacité, ça intéresse tellement le marché? C'est que l'efficacité, si je vais vous faire de l'efficacité sur votre éclairage, je vais vous vendre des nouvelles ampoules. Donc, si je suis vendeur d'ampoules, ben, ça tombe très bien. Je peux justement vous faire une offre. Donc, on est sur du changement de système. D'accord? Donc, changer le système, ben, c'est intéressant, surtout du fait qu'il y a de l'investissement. Sur la sobriété, ben, il n'y a pas tellement de monde qui en parle. Pourquoi? Parce que la sobriété, c'est dire au concierge d'éteindre le vendredi soir. D'accord? Donc, je ne vous vends rien. Il faut juste expliquer au concierge, il faut le motiver, il faut prendre du temps. Et puis, finalement, le gain, il est souvent intéressant, voire plus intéressant, voire beaucoup plus intéressant. Donc le paradigme maintenant, c'est de comprendre effectivement dans notre consommation, ben, distinguer déjà ces différents types d'énergie qu'on va consommer, et puis après, ben, de travailler sur ces améliorations. Alors, pour faire ça, on a ce qu'on a appelé un indicateur clé, un KPI. Dans l'industrie, ils aiment bien les indicateurs clés. On a fait un indicateur qu'on a appelé le taux de sobriété. On aurait pu appeler ça le taux de gaspillage, mais comme on essaye d'être positif, hein, de motiver les gens, on a appelé ça le taux de sobriété. Donc l'idée, c'est de dire, OK, quelle est l'énergie utile? Alors, la définition de utile dans l'industrie, c'est utile, ça sert à mon produit, donc à mon client. Donc toute l'énergie qui ne va pas servir à mon client en termes de valeur ajoutée, c'est de l'énergie gaspillée. Donc si je prends ma consommation, ben, j'ai la consommation de toute ma journée, avec mes pauses, mes attentes, mes veilles, enfin, ainsi de suite. Et puis, j'ai un moment donné où l'usine, où la machine, elle fait quelque chose. Puis quand elle fait quelque chose, là, je suis payé pour ça, donc j'ai mon énergie utile. Et le ratio entre l'énergie utile, qui est la partie bleue, et la consommation globale, ben, ça nous donne le taux de sobriété. Et quand on mesure des machines dans l'industrie, le taux de sobriété moyen, il est à 50%. Ça, c'est assez classique. Donc ça veut dire qu'on a des machines qui gaspillent en moyenne la moitié de l'énergie qu'elles consomment.
Alors, il y a plein de raisons à ça. La machine doit être chaude, il ne faut pas l'éteindre parce qu'après, ça consomme plus quand on la rallume. Enfin, voilà, il y a plein d'éléments qui vont faire effectivement qu'on reste sur des historiques ou des choses comme ça et on va garder les installations plutôt en stand-by, voire allumées complètes en attente. Alors, ce qu'on a fait dans ces différents projets, donc là, ça fait maintenant quelques années qu'on travaille là-dessus, la première question, c'était de savoir, mais combien ça consomme? Alors, si vous êtes tous amusés à faire de l'éco-conduite avec votre voiture, ben, vous avez regardé votre tableau de bord. Donc, assez naturellement, vous avez regardé, ben, tiens, si je pèse plus sur les gaz, si je passe en quatrième, si vous avez une voiture électrique, vous avez peut-être d'autres critères. Mais on a ce lien direct. Et puis, quand on commençait à travailler avec les industries, ben, on s'est rendu compte qu'on avait différents interlocuteurs. Vous aviez des interlocuteurs qui étaient des ingénieurs d'amélioration continue, qui étaient très affûtés, très au clair de ces techniques. Et puis, on avait des gens qui étaient aux commandes des machines, qui étaient des opérateurs, qui étaient des gens qui connaissaient bien leur système, qui connaissaient bien leur métier, mais pour qui, peut-être, kilowatt, kilowattheure, ben, c'était déjà pas une notion tout à fait acquise. Alors, on s'est dit, il faut qu'on puisse voir sur la machine ce qui se passe, et puis il faut qu'on puisse vulgariser. Alors, l'idée, ça a été de mettre simplement des aiguilles, je suis à fond, je suis pas à fond. Il m'est arrivé une anecdote avec ça qui est assez représentative et qui illustre bien cette approche. On était dans le monde de l'horlogerie devant une machine qui faisait des aiguilles de montre. Donc une machine qui est grande comme une assez grande armoire avec un gros piston, un groupe hydraulique, et puis qui fait de l'emporte-pièce sur une bande de laiton. Et puis en plaçant l'appareil sur la machine, j'étais avec le responsable d'atelier, ben, il y a l'opérateur qui s'approche proche de nous, puis il nous dit « Ah ben tiens, qu'est-ce que vous faites sur ma machine ?» Et puis là, en discutant avec l'opérateur, on lui explique qu'on essaye de comprendre le comportement de sa machine. Et là, l'opérateur, il me regarde, puis il me dit « Ah, moi je sais ce qu'il faut faire sur cette machine si vous voulez économiser de l'énergie. » Je dis « C'est génial, on est là pour ça, expliquez-nous, quoi. » Et le gars, il me dit « Je suspecte que quand on met la machine en veille, le groupe hydraulique qui est dessous, il n'est pas coupé. » Je dis « Ah bon, bah, c'est intéressant, est-ce que vous pouvez nous faire la démonstration ?» Alors, il nous enclenche sa machine, il était à 4 kW, comme sur l'affichage ici. Ça commence à faire des aiguilles de montre, il arrête sa machine, il la met en veille. L'aiguille, elle tombe à 3,5. Puis il me dit « Ah ouais, 3,5, ouais, 3500 watts quand même pour de la veille, c'est pas mal. » Ok, attendez, je coupe le groupe hydraulique. Il passe une ligne de commande, il coupe le groupe hydraulique, poum, l'aiguille, elle descend à 500 watts. Puis le gars, il me regarde, puis il dit « Mais c'est 3000 watts le groupe hydraulique ?» Je dis « Alors écoutez, moi, je ne sais pas faire des aiguilles de montre, je ne connais pas votre machine, je ne suis pas horloger, mais je peux vous dire qu'au niveau énergie, c'est exactement ce qu'on vient de mesurer. » Puis il se penche la tête, puis il me commence à calculer, puis il me dit « Mais attendez, alors 3000 watts, parce qu'elle est comme ça toutes les nuits, d'accord? Tous les week-ends, forcément. Donc là, on est déjà à 20 mégawattheures annuels. Puis il me dit « Puis des machines comme ça, on en a 50. » Donc on avait 1 gigawattheure annuel de consommation de groupe hydraulique qui gardait une pression H24 à l'année. Puis il me dit, puis je le regarde, puis je dis « Mais attendez, si vous saviez qu'il fallait couper ces groupes hydrauliques, pourquoi vous ne l'avez jamais fait ?» Puis il me dit « Mais j'avais juste aucune idée combien on gagnait. » Donc on a actuellement des systèmes, des machines qui fonctionnent en attente et sur une consommation globale où effectivement l'intuition des gens du terrain elle est bonne, mais pour le moment on ne s'est pas posé la question, on n'a pas chiffré, on n'a pas mesuré. Alors forcément c'est une anecdote assez énorme qui m'est arrivée, c'était dans les meilleurs, c'est pour ça que je vous la raconte. Il y a aussi des fois où on gagne moins, mais on gagne toujours. Donc là c'est une machine qu'on a mesurée dans la région de Bulle. Donc l'idée, c'est que là, vous avez une courbe de charge, vous avez une semaine sous les yeux, et puis cette courbe de charge, elle a été analysée et qualifiée. Et puis, au niveau de la qualification, on comprend que les barres bleues, c'est quand la machine, elle nous apporte cette valeur ajoutée, donc elle fait quelque chose qu'on peut vendre à notre client. Et puis les barres jaunes et les barres oranges, c'est quand la machine, elle attend. Alors, le premier constat, c'est que vous avez le niveau de puissance en vertical, c'est que quand elle attend à un niveau qui est assez élevé. Alors pourquoi c'est aussi élevé? Simplement parce que la machine, alors effectivement la broche va s'arrêter, mais vous avez tous les périphériques qui continuent à fonctionner. Donc on continue à climatiser, à chauffer, à ventiler, à filtrer l'air, à pomper l'huile, enfin tout ça se tourne à H24. Et puis on voit que le samedi, dimanche, effectivement la machine, elle ne fait plus grand-chose. C'est un peu comme si vous aviez parqué votre voiture avec le moteur allumé dans le garage. Enfin là c'est même avec un peu les pieds sur les gaz quand même. Donc le bilan de cette machine, c'est qu'on a un taux de gaspillage de 80%.
Donc si je reviens sur mon taux de sobriété, on est à 20% de sobriété. Donc on a quelque chose d'assez énorme. Puis en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que ces 80% de gaspillage, c'est de la chaleur qui est émise par la machine. Cette chaleur, il faut la climatiser, la ventiler. Donc on a encore de l'énergie nécessaire pour climatiser. On a mesuré une usine dans le Val de Travers où ils climatisent l'hiver, les ateliers. D'accord ? Donc on en est là. Et donc ça, c'est le potentiel. Donc après, à partir de là, l'idée, c'est de travailler avec les équipes. Alors, le savoir, il est dans les équipes. C'est les gens qui sont en contact de ces machines, qui pilotent ces machines, qui savent faire les choses. Donc l'idée, c'est de leur proposer, enfin de leur dénoncer quelque part la consommation, puis de poser la question, est-ce qu'on peut faire autrement ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est juste ? Et puis là, en général, vous avez les idées qui fusent. Ah non, mais alors attention, alors à ce moment-là, on pourrait couper la climatisation au bout de 2 minutes, on pourrait couper la filtration, on pourrait couper... Ah, puis en plus, si on coupe la filtration, du coup, on va économiser de l'huile, on va économiser la pompe, on va économiser la durée de vie de la machine. Enfin, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui convergent. Et puis, cette convergence, on va la retrouver effectivement dans le après, où on va retrouver une veille basse, nettement plus basse, un confort, jusqu'au confort du bruit dans l'atelier. Forcément, la machine fait moins de bruit. Et puis là, ils ont même travaillé sur un autre axe où ils se sont dit, mais tiens, c'est vrai qu'on fait des pièces un peu, on dit, mais n'importe quand dans la semaine, on pourrait tout à fait les regrouper en début de semaine et puis après laisser la machine en veille basse. Donc ça va sur l'organisationnel, ça va sur la gestion, ça va sur les réglages, ça va sur les bonnes pratiques, ça va sur le bon sens. Et puis ça va surtout sur le chiffrage de ces éléments-là. Et sur cet exemple-là, on est sur un équivalent de 18 ménages suisses. Donc l'économie qu'ils ont réalisée sur une machine, ça alimente 18 ménages à l'année. Donc quand vous expliquez ça à un collaborateur, vous avez des réactions assez marrantes du style, puis dire que moi j'engueule mes gamins quand ils oublient d'éteindre la lumière aux toilettes, et sur mon poste de travail, je gaspille l'équivalent de 18 ménages suisses, tout d'un coup ça repose un peu le débat. Donc après, quand l'entreprise a compris justement ces gains et ces potentiels qu'on peut faire, on va aller chercher effectivement cette motivation. Alors au départ, on s'est dit, on va mettre, comme on a sur les téléviseurs, le A++, ou comme ça sur l'échelle énergétique, on s'est dit, on va mettre ça sur les machines. Puis en réfléchissant, on s'est dit, mais finalement, l'opérateur qui arrive le lundi matin, puis il y a un G collé sur sa machine, ça ne crée pas une motivation extraordinaire, quoi. C'est un peu, ouais, moi je suis le gros pollueur. Donc on s'est dit, on va plutôt médailler les bonnes actions. Donc l'idée, c'est que chaque action ou chaque action de performance énergétique, chaque idée d'amélioration, on va la chiffrer. Donc on fait la mesure avant-après. On aura effectivement un gain en pourcentage qui va donner une avancée sur cette machine. Alors c'est clair, si c'est une petite machine, le gain en pourcentage représentera moins de kilowattheures. Mais l'idée, c'est de travailler sur cette dimension. Puis après, c'est clair, on a aussi le gain en francs, en équivalent ménage, enfin dans différentes dimensions. Et ça va créer une discussion interne qui est assez intéressante. C'est qu'à un moment donné, quand les gens ont compris que sur une machine, on a économisé, la médaille d'or, c'est à partir de 60%, on a économisé 60% sur une machine en l'éteignant ou en arrêtant tel ou tel périphérique en fin de cycle, très vite, on se dit, tiens, sur l'autre machine, on peut le faire aussi, enfin, ainsi de suite. Donc, il y a un effet de diffusion de l'information. Et puis après, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller chercher, effectivement, cette logique d'installer ça dans le temps. Alors, dans les facteurs de succès qui font qu'il y a des entreprises qui arrivent très bien, puis il y a des entreprises chez qui ça ne marche pas, où on essaye de faire prendre le feu, mais ça crève, comme on dit, c'est avant tout les compétences internes. Donc, il faut que la direction soit convaincue, mais soit convaincue d'une manière stratégique. Parce qu'être convaincu juste d'un point de vue financier, effectivement, je mets 1000 francs sur la table, mais est-ce que ça va me rapporter 10 000 francs ? Oui, ça peut rapporter 10 000 francs, ça peut même rapporter plus, mais voilà, ça ne doit pas être le moteur parce qu'on est dans une démarche plus globale. Donc il faut une vision où on se dit, OK, on va aller dans une performance, dans une amélioration continue sur cette question énergétique. Donc si la direction est convaincue puis a compris qu'effectivement il y a la notion stratégique, après on peut commencer à parler compétences. Donc ce qu'il faut, c'est un animateur. Donc c'est une personne qui va embarquer le monde, qui va expliquer pourquoi on doit faire les choses, pourquoi on a des intérêts à faire les choses,
que quelque part, à un moment donné, on parle aussi de sauver l'emploi, on parle aussi de sauver l'entreprise. Il y a des entreprises pour qui la montée du prix de l'énergie remet en question carrément le business model. Donc, on peut être dans des milieux très tendus. Donc, ça va être vraiment une discussion et une animation importante. Et l'animateur est assez clé parce que l'animateur va être la personne qui va causer autant vers la direction pour amener les résultats que vers le personnel pour vulgariser la démarche et puis justement aller collecter ce savoir-faire du terrain. Et puis après, on va trouver assez naturellement derrière une équipe technique qui va être, voilà, techniquement, il faut mesurer, il faut régler ses machines, il faut changer les paramètres. Donc on va avoir effectivement cette approche plus terrain qui va être nécessaire. Et là, il y a un gros clivage suivant les entreprises, justement des petites entreprises qui ont relativement peu de compétences ou peu de ressources, parce que des fois la compétence est là, mais il faut qu'en plus il ait le temps. Ça, c'est encore une autre question. Et à l'inverse, des grosses entreprises qui ont effectivement plus de potentiel en interne à développer carrément une équipe. On travaille avec certaines grosses entreprises où maintenant ils ont carrément une équipe qui est dédiée à la performance énergétique des moyens de production. Donc ça va être après l'installation ou la systématisation de cette démarche sur les différentes machines, explication, embarquement du changement des différentes équipes, et puis on va travailler effectivement sur ces dimensions-là. Donc on vient de finir un exercice qui était assez intéressant et assez représentatif avec une association de l'arc jurassien qui s'appelle Archem, où on a fait un projet pilote sur 12 entreprises. Donc on a réuni 12 industriels. Alors c'était assez intéressant parce qu'il y avait de la petite, moyenne à plus grosse entreprise, et sur un premier jet, on a mesuré 30 machines. Donc ces 30 machines ont été analysées, on a séparé justement la bonne énergie de l'énergie gaspillée, et on a un taux de sobriété effectivement de 50% qui était assez standard, assez général. Et ce taux de 50% sur ces 30 machines mesurées, c'était 1,2 gigawattheure annuel, donc ça nous représente un gain potentiel de 600 mégawattheures, juste en faisant une mesure d'échantillonnage. D'accord ? Après, sur la réalisation, effectivement, voilà, des entreprises ont pu aller plus vite parce qu'ils avaient ces compétences, ils avaient ces moyens en interne, donc ils ont pu concrétiser ou réaliser ces gains. À l'image sur une machine, ils ont gagné 15 000 francs d'électricité par année, juste en faisant des réglages, toujours sur la partie hors production, donc aucun impact sur la production. Ou à l'inverse, des fois, ça a même un impact positif, parce qu'en fait, vous gagnez du temps de production, parce qu'on diminue les temps de chauffe, on diminue certains aspects. Donc cet exercice est assez représentatif, et puis justement, dans ce volet, les plus petites entreprises ont eu plus de peine à continuer, parce qu'il leur fallait finalement une ressource externe, à savoir un auditeur ou quelqu'un qui leur permette d'accompagner la démarche de l'extérieur. Après, il y a forcément l'aspect financier aussi. Une petite entreprise a plus de difficultés à mettre des moyens. Et à l'inverse, voilà, des grosses entreprises qui avaient déjà des agents amélioration continue ou des gens qui ont pu prendre le projet en interne. Et effectivement, où là, ça a pu continuer plus facilement. Donc la difficulté à l'heure actuelle, c'est effectivement... quand je rencontre des entreprises, c'est déjà leur faire comprendre qu'il y a des gros potentiels d'économie. Souvent, quand je montre les graphiques que je vous ai montrés, il y a un petit sourire en se disant où c'est qu'il a été mesuré des machines comme ça, c'est incroyable. Et puis quand on mesure leur machine, puis que c'est pire, ils se disent ah ouais, non, quand même, effectivement, il y a quelque chose à faire. Donc il y a cette compréhension. Et puis il y a cette compréhension sur la distance. On doit vraiment travailler sur la durée, puis comprendre que c'est pas juste parce que voilà, l'automne dernier, on a crié un petit peu au secours qu'il faut faire quelque chose, puis qu'après on est bon. Je donne toujours l'image de l'optimisation. Si vous avez une voiture, vous avez un compteur de vitesse, je vous dis, voilà, maintenant vous allez faire 120 sur l'autoroute pendant quelques temps. Vous savez faire 120 km/h, je peux vous reprendre le compteur de vitesse. Puis dorénavant, à vie, vous allez faire juste. Non, on ne peut pas, parce qu'en fait, le problème, c'est que le contexte va changer. Un jour, il va pleuvoir, un jour, il va neiger, vous aurez la musique plus fort, enfin, ainsi de suite. Puis dans l'industrie, on est dans ce paradigme où effectivement tout change tout le temps. Sur certaines machines, le réglage ou l'optimisation unique est tout à fait pertinente. Sur d'autres machines, on est vraiment sur de l'amélioration permanente. Donc, on doit travailler effectivement sur la durée. Et c'est là aussi que c'est intéressant. Et actuellement, voilà, le marché est encore un petit peu faible en proposition. C'est que si vous regardez le marché, il y a beaucoup de propositions pour l'accompagnement sur le bâtiment, les utilities, chauffage, ventilation, climatisation.
Mais sur l'aspect production, c'est actuellement assez faible. Et effectivement, c'est un petit peu dommage parce qu'il y a un gros potentiel. Et puis, si on économise 1 kWh en production, c'est 1 kWh de chaleur qu'on économise aussi en climatisation-ventilation. Donc, il faut commencer par le bon bout. À la même image que la maison, d'abord, on va l'isoler, puis après, on va dimensionner le chauffage et pas faire l'inverse. Donc, voilà un petit peu les éléments que je voulais vous présenter. Alors, je ne sais pas si je suis dans le timing. Ça joue plus ou moins parfait. Alors, je vous repasse la main pour Merci beaucoup, mais restez seulement ici. Ah, ouais. Merci beaucoup pour la présentation. C'était effectivement très intéressant. Donc, je propose qu'on fasse de la manière suivante. Je vous pose 2 questions et après, j'ouvrirai aux questions du public. J'ai suivi avec attention votre présentation. C'est effectivement intéressant. Donc, vous dites qu'il y a un gros potentiel dans l'appareil de production de l'industrie, finalement. Mais comment le faire savoir de manière générale? Parce que vous, évidemment, vous agissez à votre... j'ose le mot petit niveau, si je puis me permettre, qui est certes louable, mais qui est encore... Comment pouvoir généraliser puis aller au-devant de ces économies potentielles? Comment faire connaître votre manière de faire, finalement? Alors c'est vrai qu'on voilà, on a un assez petit cercle à se poser ces questions. C'est vrai qu'au niveau politique, l'industrie et les services, c'est 1/3 de la consommation du pays. Donc ça devrait être un truc assez massivement important. Et on a entendu les présentations avant, on parle de production d'énergie, on parle éventuellement du particulier, les chauffages, la mobilité, les voitures, enfin. Et puis l'industrie a toujours un peu oublié. Alors justement, ça reste pour moi un mystère. Pourquoi on ne va pas plus challenger cette industrie? Pourquoi on ne va pas plus leur proposer? Effectivement, c'est une réelle difficulté aujourd'hui à passer ce message. Donc là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que le monde politique devrait davantage s'intéresser aux industries et à l'énergie qu'elles consomment. C'est ça que vous êtes en train de dire? Alors, il y a un élément on peut faire un parallèle. Tout propriétaire de véhicule va régulièrement au service des autos faire son service, son expertise pour dire « Ok, vous avez tel taux de pollution ». Aujourd'hui, on est incapable de dire une entreprise, alors vous êtes gros consommateur, mais ça ne veut pas dire grand-chose, mais est-ce que vous êtes un gros gaspilleur? Puis en fait, c'est là-dessus qu'il faudrait arriver à travailler, effectivement, et puis challenger sur cette question. Donc vous préconisez des normes qui doivent être appliquées? On devrait tendre vers une norme, et puis, ouais. Alors une question toute simple, vous avez une entreprise ou un bâtiment où il n'y a personne la nuit. Combien consomme votre bâtiment la nuit? Ou combien consomme votre usine le week-end? Pendant le Covid, il y a un industriel qui m'appelle puis qui me dit « Écoutez, M. Paquet, j'ai un souci. Voilà, on a eu Covid, enfin voilà, tout ça. J'ai dit à tous mes collaborateurs, vous éteignez tout et vous rentrez à la maison. » Ça m'a coûté 7 000 francs d'électricité pendant la semaine. C'est quand même un souci. Donc c'est cette incompréhension, cette méconnaissance finalement des systèmes. Ouais. Après, évidemment, les entreprises croulent déjà sous l'administration qui prend une part croissante. Comment leur faire avaler cette pilule supplémentaire, j'ai envie de dire? Alors, bon, il y a des gains derrière. Il y a le gain énergétique, le gain financier direct, mais finalement, on a retrouvé des gains en réglage, on maîtrise mieux les systèmes, donc ils sont mieux optimisés, les consignes de température, enfin plein de choses, et puis des gains en usure. Une pompe qui tourne à l'année, elle s'use plus vite qu'une pompe qui tourne que 10 heures par semaine. Enfin voilà, il y a des logiques qui vont dans ce sens-là. Oui, finalement, plutôt que le bâton, ce serait la carotte. Comment faire donc l'incitation à consommer moins. Comment de votre point de vue, faire pour résoudre cette question-là et finalement aller dans l'incitation qui souvent donne de meilleurs résultats? Alors c'est vrai que les bons exemples sont intéressants. On a par contre des fois un contre-effet. À l'image des courbes que je vous ai montrées là, imaginez vous êtes les régleurs, on vous montre cette courbe-là, vous dites « Mon Dieu !» Qu'est-ce que j'ai fait comme réglage? Et puis, il y a un peu ce sentiment de honte ou de culpabilité qui peut naître. Et puis là, il faut vraiment démystifier et puis se dire, non, mais jusqu'à maintenant, l'énergie était gratuite, on ne s'est pas posé de questions, donc c'est juste. Par contre, à partir de maintenant, on aimerait se poser des questions, donc à partir de maintenant, c'est moins juste. Et puis, il faut vraiment démystifier ça. Puis après, prendre ces bons exemples. Donc aussi, il y a des entreprises qui font des super exercices, mais qui n'osent pas trop le communiquer. Parce que justement, il y a ce côté un petit peu ambigu à se dire, ouais, mais si je communique que j'ai fait 40% de gains sur mon site, ça sous-entend qu'avant, je gaspillais 40% de mon énergie. On est d'accord. Donc, est-ce que j'ose le dire ou pas? Est-ce que c'est bien ou pas? Peut-être encore une question, là, après je ferai 2 questions plus générales avant de passer au public, mais est-ce que vous estimez que la Confédération ou que les cantons, enfin que les pouvoirs publics devraient davantage promouvoir l'incitation à économiser l'énergie auprès des entreprises? Donc pas les contraintes, on en a parlé avant, mais bien une politique incitative, montrer les avantages, peut-être aussi par des moyens financiers.
Ouais. Alors effectivement, je pense qu'actuellement, ce qui se fait, c'est qu'on tourne un peu autour du pot. On a un politiquement correct, on dit aux entreprises, voilà, vous êtes gros consommateurs, vous devez faire partie de certains programmes. Et puis finalement, les programmes vont converger assez naturellement sur le bâtiment. Donc on ne dérange pas la production, donc on reste un petit peu effectivement périphérique. Et je pense que maintenant, on entre vraiment dans le dur et il faut aller dans la production, il faut aller challenger ces processus parce qu'il y a des potentiels, parce que simplement on a tout réglé à fond, on a tout surdimensionné, puis on est parti en courant quand ça marchait. Peut-être encore de manière plus générale, je vous ai écouté attentivement, j'ai aussi, en préparant cette animation, lu avec intérêt vos slides, là. J'ai un peu croché sur les... Enfin, croché, j'ai lu attentivement les graphiques où vous parlez des baisses de consommation, qui serait évidemment la première mesure, mais ces baisses de consommation, ça, la politique nous en parle depuis plusieurs années maintenant, mais on voit que c'est difficile. Est-ce que c'est pas une utopie, finalement, de baisser la consommation énergétique? Alors, il y a des entreprises qui arrivent à le faire. C'est une question, j'ai envie de dire, presque culturelle. À l'image des 4x4 qui sont toujours dans les parkings, à l'image de plein d'éléments, on est en train de changer de paradigme. Donc on doit changer notre vision, notre façon de voir l'énergie. Et jusqu'à maintenant, si vous discutez dans une entreprise, vous avez le responsable énergie, qui est en général le responsable bâtiment, parce qu'il a les bâtiments, il a les fusibles, donc il a l'énergie. Et puis quand il s'approche de la production, on lui dit « t'es gentil, on est en train de gagner ton salaire, tu nous laisses travailler ». Il y a ce clivage qu'on retrouve très massivement dans les entreprises. Alors, c'est en train de bouger, mais voilà, ça prend du temps. Donc, une de vos autres propositions, c'est d'améliorer le dialogue au sein des entreprises, c'est ça? Voilà, à l'image de ce qu'il disait aussi en termes de table ronde, il faut mettre l'utilisateur, qui est finalement le gars qui est derrière la machine, avec son responsable, avec le responsable énergie, et puis finalement créer un dialogue à ce niveau-là. Et après, justement, avec le canton, avec des démarches où on va chercher, avec l'OFEN, chercher ces améliorations. Ouais. D'accord, merci pour ces précisions. J'ouvre les questions au public. Est-ce que je ne sais pas si vous avez des questions à poser à M. Paquet, il faut en profiter, il est vraiment spécialiste de ce domaine. Ce n'est pas le cas, tout vous semble clair? Je ne sais pas la proportion d'industriels dans la salle. Oui, alors ça, je ne mesure pas non plus. Monsieur, donc comme avant, vous vous présentez et puis vous posez votre question. Oui, bonjour, Christopher Manja. J'ai été impressionné par rapport au changement dans l'entreprise des méthodes de travail, on va dire, d'avoir concentré la fabrication d'une pièce apparemment ou deux pièces sur 1 ou 2 jours de la semaine. Vous avez même parlé qu'il y avait des entreprises qui allaient construire des pièces en été quand l'énergie est plus disponible qu'en hiver, par exemple, où on aimerait plutôt l'économiser. Mais ça, il y a des réflexions qui se font vraiment dans les entreprises. Parce que j'ai connu ça il y a 20-25 ans en arrière, où j'avais approché le sujet. Comme vous dites, occupez-vous du bâtiment, je m'occuperai de la production où je gagne votre salaire. Mais là, on touche vraiment à une vision beaucoup plus large de l'entreprise. Et souvent, c'est pas possible. Oui, tout à fait. Alors, je dirais il y a le Covid qui a aidé un petit peu parce qu'il y a eu effectivement ces ruptures d'approvisionnement de plein de matériaux. On a la chaîne logistique qui s'est complètement grippée. Tout d'un coup, on a pris conscience de ces dépendances. Et puis, ça a éveillé cette connaissance, enfin cette réflexion de dire, OK, donc je suis dépendant en matière première, mais je suis aussi dépendant en énergie. Si cet hiver, on me coupe, ça veut dire que je ne peux plus livrer. Donc, quels sont les éléments que j'aurais besoin, qui peut-être ne sont pas un problème à stocker, qui sont peut-être énergivores, et puis que je vais pouvoir jongler. Donc, il y a une réflexion qui se fait, mais effectivement, comme vous le présentez, c'est plutôt des entreprises assez avancées sur la question qui commencent à avoir ce genre de réflexion, ou alors très impactées parce que voilà, des grosses consommations d'énergie par pièce ou par élément. Ouais. Merci. Une autre question? Cela ne semble pas être le cas. Moi, j'en ai peut-être encore une à vous écouter, parce qu'évidemment, les entreprises industrielles sont des grosses consommatrices d'énergie. Si le parc industriel suisse pouvait suivre vos conseils, mettre à profit cette politique, est-ce que vous pensez qu'on pourrait éviter ces risques de pénurie dont on a parlé cet hiver? Alors, je pense que c'est
Tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est un des éléments. Ce n'est pas le seul, on ne peut pas faire que ça, mais c'est un des éléments qui va permettre. Et je pense que c'est un élément qui va être incontournable parce que, comme je l'ai montré aussi, comme on l'a pressenti, le développement de notre production ou de notre autonomie énergétique va prendre des décennies. Donc, à un moment donné, ça va frotter toujours plus. Donc, on va devoir rentrer dans cette logique. Donc, voilà, aujourd'hui, on vous propose de mettre une éolienne dans votre jardin. Vous n'êtes peut-être pas pour. Puis, on vous dit, mais cette éolienne, elle produit le quart de l'énergie qui est gaspillée par l'usine qui est un peu plus loin. Effectivement, vous aurez plutôt tendance à aller d'abord sonner à l'usine et puis dire, écoutez, si vous pouvez baisser d'un quart, moi, ça m'évite une éolienne. Donc, il y a effectivement cette réflexion. Où est la facilité? Sur l'actuel ou je dirais le consensus actuel sur ces analyses, on parle d'un 20% d'économie sur ce qui est quand même un tiers de notre consommation du pays, relativement facile. Donc, il y a du potentiel. 20%. Ouais. C'est énorme. Sur l'industrie, ouais, c'est énorme. Ouais. Très bien. Eh bien, écoutez. Ah, monsieur, encore une question. Allez-y. Oui, juste la suite de ce que j'avais parlé avant. Quand vous arrivez dans une entreprise, vous arrivez à optimiser effectivement le fonctionnement, l'économie en fait d'énergie que vous arrivez à faire, donc qui est directement financière. Hein. Quelle est la politique en fait des entreprises que vous avez dans vos portefeuilles? C'est plutôt j'investis pour continuer à économiser, à produire mon énergie sur place, ou au contraire on va garder ça de côté pour payer l'énergie au prix qu'on va l'avoir ces prochains temps? C'est même pire que ça, on va mettre tout de suite ça dans la crousille et puis Alors effectivement, il y a une problématique, c'est que là on parle de plans énergétiques, solaires, éoliens sur des décennies, et dans l'industrie on parle, si on est coté en bourse, on parle au mois, hein, donc c'est quelle marge je peux faire à la fin du mois. Si on est peut-être une entreprise familiale, on va se poser des questions un petit peu plus moyen-long terme. C'est la grosse difficulté effectivement de dire ok, on a gagné X milliers de francs, mais verrouillons ça. Donc, essayons de travailler effectivement à réinjecter une partie pour garder ça dans la distance ou pour le mettre dans la stratégie. Et actuellement, c'est encore assez peu. Alors, encore une fois, il y a certaines entreprises plus avancées qui le font, mais c'est assez peu. Souvent, on est content, on a gagné quelque chose. Puis, le plus grand danger, quelque part, justement, c'est les projets qui se font sans valider, quelque part, le gain. Parce qu'on dit ah oui, nous on a fait quelque chose, qu'est-ce que vous avez fait? Ah bon, on a changé tel ou tel réglage. Qu'est-ce que vous avez mesuré comme résultat? On n'a rien mesuré. Donc en fait, le résultat c'est 0, c'est 1000, on ne sait pas. Donc il y a une dévalorisation complète de l'élément. Donc c'est important effectivement de valoriser puis de célébrer quelque part ces éléments, enfin de communiquer en tout cas dans l'entreprise, peut-être à l'extérieur, mais de travailler là-dessus. Et justement, il y a le côté un peu ambigu. Est-ce que c'est une économie? Est-ce que j'ai travaillé sur ce que je faisais avant ou est-ce que j'ai vraiment travaillé à faire avancer la thématique? À un moment donné, il faut se dire, OK, on tire un trait, on dit tout ce qui était passé, c'est passé. Puis à partir de là, on va de l'avant. Merci. Autre question? Non, je crois que cette fois, vous êtes repu. Donc je remercie encore M. Paquier pour son exposé, c'était très intéressant. Et je souhaite... On peut l'applaudir, effectivement. Merci. Voilà, et on a un peu d'avance sur le timing et je souhaite une bonne suite à tout le monde.